Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduit avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, c'est la 73e émission de Et si on parlait de sport et nous sommes très heureux avec Laurent Garnier de vous accueillir pour vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport, Animation 31, Semper Connect et LG Consultant, qui nous accompagnent toute l'année pour la réalisation de ces émissions. Et pour cette 73e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Régnier, qui est président du comité régional de Baltrap d'Occitanie, Jean-Marc Salomon, qui lui est président du comité départemental de Baltrap de la Haute-Garonne, Maria Semerjian et Olivier Baragnon, qui sont tous les deux directeurs régionaux de la Ligue du sport universitaire d'Occitanie, site de Toulouse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Au sommaire, le Baltrap, bien plus qu'un simple tir, est une symphonie de précision et de concentration où chaque coup vise une cible en mouvement, projetée dans les airs à grande vitesse. Discipline captivante pour les amateurs de sensations fortes et de précision, il allie tradition, technique et modernité. Le Baltrap se distingue par la rigueur de ses règles et la finesse de sa technique. Il demande un équilibre entre contrôle mental et réflexe rapide, faisant de chaque tir une nouvelle opportunité de se surpasser. Que vous soyez débutant ou tireur aguerri, le Baltrap offre une expérience unique où la quête de perfection est permanente. Et en deuxième mi-temps, se dépasser, s'unir, réussir. Avec la Ligue du sport universitaire Occitanie et la FFSU, les étudiants vivent le sport comme un véritable moteur de réussite. Accessible à tous les niveaux, le sport universitaire propose des compétitions, défis interuniversitaires et journées multisports pour se dépasser et créer du lien. En s'appuyant sur des partenariats avec les universités et les clubs locaux, la Ligue ouvre la porte vers des compétitions nationales et internationales tout en plaçant la santé et le bien-être au cœur de ses actions. Avec la Ligue, faites de vos années d'études un moment sportif, intense et inoubliable. Mais avant le coup d'envoi de cette 63e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats de la semaine. Et si on parlait de sport avant-match? Oui, place aux principaux résultats sportifs de la semaine. On va commencer avec toi, Laurent. Et on va commencer par le sport scolaire avec les gymnasiades de l'International School Sport Federation 2024. Le Royaume de Bahreïn a clôturé avec succès ses Jeux scolaires internationaux, Bahreïn 2024, qui était organisé du 23 au 31 octobre. Cet événement historique a réuni 5515 athlètes de 71 pays en compétition dans 26 disciplines sportives, marquant le plus grand tournoi de l'histoire du sport scolaire. Et nous, en handball, la France a remporté la médaille d'or. Passons au triathlon avec le Super Tri 2024 à Neom en Arabie Saoudite. Cassandre Beaugrand a remporté la dernière épreuve du Super Tri 2024. La Française termine 3e du classement général. Et chez les hommes, Léo Bergère est lui 2e du général après sa 3e place dimanche dernier. Oui, Cassandre Beaugrand, on rappelle, championne olympique et championne du monde. Bravo, beau parcours pour cette jeune athlète. Il y avait aussi du jiu-jitsu avec les mondiaux jiu-jitsu en Crète. La France est sacrée championne du monde de jiu-jitsu par équipe. Laurine Lage, elle, a décroché son premier titre de championne du monde dans la catégorie de plus de 70 kilos, alors que Chloé Lalande décroche, elle, son 3e sacre planétaire en moins de 70 kilos. Passons à la natation avec la Coupe du Monde. Après 3 semaines en Chine, en Corée du Sud et à Singapour, Léon Marchand rentre à Toulouse avec 8 records, 5 records de France, 2 records d'Europe et 1 record du monde. Une couronne de meilleur nageur de la Coupe du Monde, 3 triplés sur les 100, 200 et 400 mètres 4 nages et des certitudes sur son niveau en petit bassin. Et en ce qui concerne les championnats de France, Maxime Grousset avait prévu 7 courses en 4 jours. Il en a gagné 6, 50 mètres, 100 mètres, 50 mètres brasse, 50 mètres papillon, 100 mètres papillon et le 100 mètres 4 nages. Seul le 200 mètres lui a échappé après un gros bug en série. Et de la piscine, nous allons passer sur la glace avec le patinage artistique. C'était le Grand Prix de France à Angers ce week-end. 8e après le programme court, le Français Adam Siao Imfa a remporté finalement le Grand Prix de France samedi en la faveur d'un excellent programme libre devant le Japonais Koshiro Shimada et l'Américain Andrew Torgachev. Une semaine après la 3e place au Skate Canada, les danseurs français Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot ont remporté, eux, leur premier Grand Prix samedi à la surprise générale.
Quelques mots de badminton avec l'Ilo Open Super 300 en Allemagne. Le plus jeune des frères Popov s'est imposé en finale dimanche dernier. Christo s'est imposé en 2-7 face à Thomas Junior, 21-13, 21-10, diminué physiquement. On va passer au tennis avec une performance, on va le noter pour un de nos Français, c'était le Rolex Paris Masters. Auteur d'une semaine magnifique à Bercy, Hugo Humbert n'a pas réussi à conclure dimanche en finale de ce Roller Paris Masters. Le Français s'incline 6-2, 6-2 face à l'Allemand Alexander Zverev qui remporte lui son 7e titre en Masters 1000. Passons au golf avec le Rolex Challenge Tour Grand Final à Majorque. La Rolex Challenge Tour Grand Final a tenu toutes ses promesses avec son lot de soulagement et de frustration pour les joueurs aspirant à rejoindre la DP World Tour. Martin Couvrat et Pierre Pinault ont profité de la finale du Challenge Tour à Majorque dimanche dernier pour rejoindre l'élite européenne, alors qu'Alexander Lévy et Benjamin Hébert étaient déjà qualifiés. Félix Maury et Robin Siot-Siegrist restent à quai. On passe au basket femmes avec l'Euroleague, 4e journée. Bourges s'est incliné à l'extérieur face aux Turcs de Kurkurova, Mersin. Et le Basketland a décroché un précieux succès à l'extérieur mercredi à Miklósov en Hongrie. Et en Ligue féminine 2, 4e journée, les joueuses du Toulouse Métropole Basket se sont imposées à l'extérieur face au Havre, 82-52. On va toujours parler de basket, mais cette fois chez les hommes avec l'Euroleague, la 6e et 7e journée. 2e revers en 2 jours pour l'Asvel. Après sa défaite devant le Panathinaïkos 92-68, le club rhodanien a sombré à domicile le mercredi 71-84 face au Bayern Munich. 2 jours après un money time de gala chez les Partisans Belgrade, victoire 79-74. Monaco a perdu à Kaunas 63-62 face aux Žalgiris après sa victoire à Berlin 92-83. Paris a lui enchaîné vendredi soir contre Vitoria 67-65 avec une 3e victoire d'affilée suite au match fou mardi à Berlin 92-83. Et en ce qui concerne la 9e et 10e journée de National 1, le Stade Toulousain Basket a battu le Pôle France 77-65, mais il n'a rien pu faire face au leader Quimper lors de la 10e journée, battu 81-60. On change de ballon pour le handball avec un ballon plus petit. La Ligue des Champions, 5e journée, difficile vainqueur du Sporting Portugal mercredi à Coubertin, 30-28. Le Paris Saint-Germain signe une 11e victoire de rang, toute compétition confondue. Nantes a arraché le nul, lui, jeudi face à l'Ogre barcelonais 31-31 au terme d'un match fou. C'était aussi la Ligue européenne, 2e journée. Toulouse tombeur de Gummersbach 31-30 et Limoges qui a écrasé Schaffhausen en Suisse 29-39 ont signé des victoires marquantes mardi. Montpellier aussi a gagné face à Gornik Zabré 30-25. En Liqui Moly Star League, dans le choc de la 9e journée de Star League dimanche, le PSG a largement dominé Montpellier 29-23 pour rester invaincu en championnat. Nîmes s'est incliné à domicile face à Aix-en-Provence 27-29. Toulouse n'a pas fait mieux et a été battu chez lui par Saint-Raphaël 27-36. Quelques mots de volleyball avec la 7e journée de Marmara Spike League. Tourcoing a remporté son match face à Montpellier 3-0. Toulouse s'est imposé à Paris 3-7-0. Et en ce qui concerne le match 7, le Plessis-Robinson, 7 l'a emporté 3-2. Et en Liga féminine, Saforel Power 6, 7e journée, le Canet a battu Béziers 3-7-0. On passe au football féminin avec l'Arkema Premier League, 6e journée. Magnifique victoire et festival offensif des Montpelliéraines qui s'imposent 7-0 à domicile contre Guingamp. Toujours en football, mais cette fois chez les hommes. En ce qui concerne la 10e journée de Ligue 1, Toulouse s'offre au Reims 3-0 et confirme son regain de forme. Le Havre s'est imposé dimanche dernier dans le match de la peur contre Montpellier, 1-0 qui s'enfonce dans la crise. Et pour la 12e journée de Ligue 2, le Paris FC, seul en tête, a été tenu en échec par Rodez dans un match fou 3-3. On passe au rugby, top 14, 9e journée, Castres arrache la victoire au bout du suspense devant Montpellier, 30-26. Perpignan s'impose 32-13 avec le bonus offensif grâce à un 4e essai à 2 minutes du terme. Bayonne a décroché un 4e succès de rang grâce à un essai à 2 minutes de la fin, 12-8 face à Toulouse. En Pro D2, 9e journée, en déplacement à Colomiers pour lancer la 9e journée de Pro D2, Montauban s'est écroulé dans le dernier quart d'heure, 33-29. Béziers, qui avait besoin de points, a remporté son match contre Soyo-Angoulême, 29-13. Passons à la moto avec la moto GP, le Grand Prix de Malaisie en remportant dimanche dernier le Grand Prix de Malaisie après un magnifique bras de fer en début de course. Francesco Bagnaia est revenu à 24 points de Jorge Martin qui est 2e, leader du classement général. Le titre sera donc décerné lors du dernier week-end de course. Le Français Quartararo a réalisé une course très solide et a pris la 6e place finale, confirmant les progrès de la Yamaha.
On passe à l'automobile avec le WEC 8 heures de Bahreïn. C'est à la dernière épreuve de la saison. La Peugeot 993 avec Jean-Éric Vergne, Nico Müller et Mikkel Janssen a finalement terminé la saison par un podium aux 8 heures de Bahreïn. La Ferrari numéro 51, deuxième à l'arrivée, a été pénalisée pour avoir dépassé son quota de pneumatiques, permettant ainsi à la voiture numéro 93 de prendre la 3e place, derrière la Toyota numéro 8 vainqueur et qui a offert le titre constructeur à la marque japonaise au passage. La Porsche numéro 5 hérite donc de la 2e place. Et pour conclure ces résultats, quelques mots de Formule 1 avec le Grand Prix du Brésil. Pourtant parti en 17e position, Max Verstappen s'est imposé dimanche à Sao Paulo au terme d'un Grand Prix disputé sous le déluge et marqué par de nombreuses interruptions. Esteban Ocon, 2e, et Pierre Gasly ont placé leur Alpine sur le podium. Une première cette saison. C'est la 8e victoire de Max Verstappen cette saison, mais son premier succès depuis le Grand Prix d'Espagne en juin dernier. Le Néerlandais creuse l'écart avec Lando Norris, 6e au classement du championnat du monde. Merci pour ces résultats et place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités Philippe Régnier et Jean-Marc Salomon. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour dans l'émission et si on parlait de sport avec nos invités Philippe Régnier, président de la Ligue de Ball-Trap d'Occitanie, et Jean-Marc Salomon, président du comité départemental de Ball-Trap de Haute-Garonne. Bonjour à tous les deux, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter chacun votre tour ? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Philippe Régnier, je suis le président du comité régional de Ball-Trap d'Occitanie. J'ai d'autres mandats en cours, mais voilà, c'est mon mandat pour lequel je suis là ce soir. Avant, j'étais à la place de Jean-Marc, j'étais président du comité départemental de la Haute-Garonne. Jean-Marc, quelques mots pour vous présenter. Voilà, c'est Jean-Marc Salomon. Je suis président de Ball-Trap au niveau Haute-Garonne, comité départemental. Et j'ai pris la place de Philippe pour lui donner un coup de main. Et puis, il m'a donné de bonnes directives pour prendre ce poste-là. Et j'en suis très content. Je m'occupe de tout ce qui est Ball-Trap en Haute-Garonne. Voilà. Alors, pouvez-vous nous décrire brièvement ce qu'est le Ball-Trap et quelles en sont les disciplines principales ? Le Ball-Trap, ça existe depuis 1890 et vraiment mis au point à partir de 1920 par une personne qui était passionnée de tir au vol et qui a voulu remplacer le tir sur les oiseaux par des projectiles. Et ils ont fait des assiettes d'argile qui a bien remplacé le tir aux oiseaux, quoi. Ensuite, les disciplines, il y a 8 disciplines dans le Ball-Trap au niveau FFBT, Fédération Française de Ball-Trap. 3 catégories de fosses, fosse universelle, fosse DTL, Trap One. Et en comparaison par rapport à la chasse, on a le parcours de chasse, Compact Sporting, l'English Sporting, le sanglier courant, le tir aux hélices. Voilà les 5 disciplines qui représentent vraiment, qui se rapprochent du tir de la chasse. Et les autres, c'est du tir à la fosse. Et alors, sachant que ce sont des disciplines qui se font avec des armes, on peut commencer à partir de quel âge ? Le Ball-Trap, il est conseillé de commencer aux alentours de l'âge de 14 ans avec une autorisation parentale. Et après, ça fait un peu jeune. Et puis la morphologie, il faut que la personne soit quand même adaptée à une arme qui pèse dans les 3,5 kg. Il faut pouvoir la porter, tenir une petite série et avoir le physique pour pouvoir pratiquer quand même ce sport avec un léger recul du fusil. Donc il vaut mieux être assez gaillard, quoi. J'ai une petite question. Tu parlais tout à l'heure de la fosse. Tu peux expliquer aux auditeurs qu'est-ce que tu parles ? C'est quoi la fosse pour qu'on comprenne un peu plus ? Alors la fosse, c'est du tir où on a comme une cage qui est enterrée devant nous, qui possède un lanceur qu'on appelle appareil de Ball-Trap et qui est chargé avec des assiettes en argile. Oui, c'est pas les assiettes de porcelaine de chez maman. Ah, pas du tout, il faut pas jouer non. avec ça. Hein. D'accord. Sinon là... Non, je rassure les auditeurs. Non, c'est des assiettes d'argile, elles font 110 grammes à peu près et 10 cm de diamètre. Voilà, pour donner à peu près le... Elles sont de couleur, il y a une couleur orange. Type. Toutes, c'est habituel ? Pas toutes. En Ball-Trap, comme on utilise nous sur les fosses, justement, elles sont rouges. Mais en parcours de chasse et les autres disciplines comme compact, on peut avoir des couleurs différentes et des diamètres différents.
D'accord. Voilà. Bon, c'est une petite précision, mais c'est intéressant de savoir qu'on se situe un peu. Parce c'est que... pour ça qu'à la fosse, voilà, on utilise les assiettes toutes pareilles. Et le plateau, il part à partir de la fosse qui est à 15 mètres d'un pas de tir. Et les tireurs sont toujours sur le même site de tir et toujours en direction de la fosse où partent les projectiles. Alors, je ne sais pas quel des deux, je crois que c'est Jean-Marc, plutôt pour l'organisation des compétitions de ball trap dans la région. Comment ça se passe ? Alors, pour organiser les compétitions dans la région, alors on établit un calendrier qui est demandé par la Ligue et surtout les clubs donnent les dates au cours d'une réunion qui se fait en décembre, je pense. On attend que les dates arrivent de la fédération pour avoir les dates des championnats de ligue. Et après, en fonction de ces dates-là, on établit des concours de clubs. Un calendrier est fait avec ces dates et on est automatiquement au courant des compétitions annuelles au niveau des clubs. Donc ça, c'est l'organisation en elle-même par rapport à un calendrier et l'organisation type d'une manifestation. Comment c'est réglé, comment c'est structuré ? Alors, moi, je vais répondre. Effectivement, la fédération nous donne l'obligation d'organiser des championnats de ligue dans 4 disciplines. La FU, la DTL, le parcours de chasse et le compact sporting. Alors, attends. Là, tu as dit plein de choses, mais je suis sûr que nos amis n'ont pas compris. La FU, c'est quoi ? Fosse universelle. Voilà, après ? La DTL, alors c'est un terme anglais, down the line, c'est un plateau qui ne doit pas aller au-delà d'une certaine ligne. D'accord. Voilà. C'est des disciplines de fosse, comme a expliqué Jean-Marc, donc des plateaux fuyants. D'accord. Qui s'éloignent de vous. Voilà. Alors que contrairement au parcours de chasse et au compact sporting, vous pouvez avoir des plateaux fuyants, mais vous avez aussi des plateaux latéraux et rentrants qui viennent sur vous. D'accord. Voilà. Donc c'est plus, comme il a dit, une discipline visant un peu le tir de la chasse. Alors que la fosse, c'est vraiment des plateaux fuyants. Et pour en revenir donc à l'organisation de ces championnats, la fédération nous oblige d'organiser des championnats de ligue dans les 2 ligues d'ailleurs, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Donc ça fait 8 championnats par an, puisque ces championnats donnent le droit après aux tireurs de participer au championnat de France. S'ils ne font pas les championnats de ligue, ils ne peuvent pas s'inscrire au championnat de France. Il n'y a pas de critère de score, il faut simplement avoir participé au championnat de ligue. Donc nous, en tant que région, on a l'obligation d'organiser ces championnats sur des sites des clubs qu'on va choisir lors du calendrier, comme l'a expliqué Jean-Marc. Et après, on va organiser tout ce qui est arbitrage, puisque ces championnats de ligue sont arbitrés par des arbitres régionaux. Certains sont même nationaux, mais voilà, c'est encadré, avec un secrétariat qui s'occupe des scores, entrée des scores, l'affichage des scores sur télé, et après l'insertion de tous ces résultats sur le site de la Fédé automatiquement, pour pouvoir justement à la Fédé de savoir qui a fait ou pas les championnats, pour pouvoir les autoriser à participer au championnat de France. Voilà. Donc ça, c'est à la charge de la région d'organiser ces championnats qui regroupent en tout, sur l'ensemble de la région Occitanie, autour de 600 tireurs. Et alors, comment la Ligue accompagne-t-elle les clubs et les tireurs amateurs ou professionnels de la région ? Alors, on essaye de les accompagner du mieux possible. Les clubs, vous avez des clubs qui sont de structure petite, vous avez des clubs qui sont de structure plus importante, même certains sont professionnels. Voilà, donc on les encadre du mieux que l'on peut, on leur donne accès à tous nos moyens de communication, on les aide dans l'organisation, les clubs qui sont choisis pour faire les ligues, on les aide, on les assiste, on prépare des réunions, voilà, ils sont toujours à la demande de questions et de renseignements, donc on essaye de les accompagner du mieux possible. Et alors en termes de développement, quelles actions la Ligue mène-t-elle pour promouvoir le ball trap en Occitanie, notamment auprès des jeunes ou des nouveaux publics ? Alors pour promouvoir le ball trap, dans les clubs, il a été formé des initiateurs qui se rendent disponibles pour l'accueil et pour montrer aux intéressés comment se pratique le ball trap, c'est-à-dire un peu notre sport. Il y a une dizaine de clubs, je pense, qui sont reconnus EFBT, c'est-à-dire que ce sont des écoles de tir fédérales qui nous aident pas mal à faire développer l'apprentissage de ces nouveaux qui viennent découvrir ce que c'est que le ball trap. Et ensuite, voilà, on participe à votre émission qui permet aussi d'en parler et de le promouvoir notre sport. Avec plaisir. Et en fait, on va essayer justement de vous aider à faire comprendre un peu ce sport et puis la passion, parce qu'on sent aussi que derrière tout ça, il y a pas uniquement de la stratégie, il y a aussi une passion, ce passion du tir qui est là derrière vous.
comment ça se passe la sélection justement des tireurs? Parce que maintenant on va monter un petit peu dans la compétition qui représente l'Occitanie au niveau national. Je ne sais pas si c'est Philippe ou Jean-Marc. Pour la sélection des tireurs, tout commence par une présélection. C'est-à-dire qu'on a différentes zones en France, en général entre 3 et 4 zones, pour pouvoir éviter des trajets trop importants aux sportifs, quoi. Et à chaque discipline, on a une présélection. Quand cette présélection est faite, on a une sélection finale qui est organisée pour les gens qui se sont qualifiés, suivant le nombre de tireurs par secteur. Voilà, ou par zone. Il y a un système de classement, j'essaie de comprendre comment ça marche. Comment on les sélectionne finalement? Parce que... il y a un quota par rapport aux tireurs. Par discipline. Voilà, par discipline. Quand tu dis quota, il faut marquer un certain nombre de points. Voilà. Donc déjà la présélection fait un premier tri. On prend déjà un certain nombre. Ces gens qui ont fait la présélection, qui sont qualifiés, ils vont aller faire la sélection. Et là, par exemple, pour ce qu'on appelle les MAN 1, déjà la catégorie phare, ils en prennent une quinzaine ou une vingtaine. Ça dépend un peu des années. Donc les 20 premiers vont ce qu'on appelle être Club France. 24. 24, ouais, ça. Ouais. Et donc après, dans ces 24, les 4 premiers, ça ne sera pas que sur la sélection, parce qu'il va y avoir les championnats de France, il va y avoir d'autres championnats, mais ces 4 premiers risquent d'être constitués d'équipes de France. Voilà comment est constituée les équipes de France pour participer aux différents championnats internationaux. Un score maximum, c'est le mec qui est capable de descendre tous les pigeons, enfin toutes les assiettes, c'est ça? En général, ces compétitions-là se font sur 200 plateaux. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et pour aller au bout, on doit faire dégommer les 200 plateaux. Des scores parfaits, c'est très rare. Mais après, des scores à 198-200 ou sur 200 plateaux. 199-200, on le voit assez fréquemment dans les compétitions internationales, ça se voit, quoi. Voilà. Impressionnant. Oui. Et ceux qui font un certain quota par discipline, il y a un barème, ils vont avoir ce qu'on appelle la maîtrise, ils vont être maîtres tireurs. D'ailleurs, par exemple, pour la fosse universelle, je crois que c'est 194. Donc, s'il fait 194-200, il est maître tireur. Pour l'année. L'année après, il faut le refaire. Ouais. Et certains tireurs qu'on connaît sont maîtres tireurs dans pratiquement toutes les disciplines. Alors, je sais que je vais te titiller parce que tu vas pas aimer la question, mais on a vu des choses aux Jeux Olympiques. Il y a quand même une épreuve qui ressemble au ball trap quand même. Enfin bon, je sais que là, sur cette question-là, je sais que Philippe, on en avait déjà parlé. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit les performances faites quand même? C'était spectaculaire, c'était assez extraordinaire. C'est proche quand même, c'est quasiment le même sport. Alors, comme j'avais dit dans la précédente émission, effectivement au départ c'était la même fédération. Alors après il y a eu scission. Les épreuves de maltrap de notre fédération ne sont pas olympiques. Celles qui étaient olympiques et qui sont toujours olympiques pour l'instant, c'est la Fédération française de tir. Voilà. Mais les scores, ça s'approche, et des disciplines, c'est des plateaux à casser. Ouais, donc, c'est ça. Les tireurs qui font de la fosse olympique font de la fosse universelle. Et ils font les deux. Donc, c'est ça, c'est ce que j'allais te... Voilà, malgré la scission, il y a quand même quelque chose de très commun. On s'est régalé à les voir tirer quand même au jeu, et je pense que c'est une belle image qui peut aussi vous rapporter à vous quand même l'envie de tirer dans le même système finalement. Alors, je te vois sourire, mais je te reprendrai un petit peu sur je sais bien. De les avoir vus, puisque notre télévision nationale, pour pas la citer, on en a vu un peu, mais bon, c'est vrai que c'était pas on c'était peut à pas Châteauroux, c'est plus cool. Oui, les Paralympiques pour le tir au pistolet, on en a vu un peu plus. On a parlé beaucoup de champions extraordinaires. Vous avez l'Américain qui est 4 fois ou 5 fois champion olympique d'affilée. On n'en a pas dit un mot, quoi. Et je peux vous garantir, pour arriver à ce niveau-là, c'est du très haut de gamme, quoi. Faut être très très fort. Et je trouve que ce que je voulais dire, c'est que malgré tout, ça vous sert quand même de belle image, parce Bien que sûr. On parle de ball trap. Je sais pas si les gens réalisent, mais physiquement, on voit bien maintenant ce qui s'est passé. On voit effectivement, c'est pour ça que je te parlais de couleurs tout à l'heure, parce que ces petits galets qui partent comme ça, et quand on voit qu'ils sont capables systématiquement de les toucher à une vitesse, je sais pas combien ça part. Sur la fosse, ça part à plus de 90 km/h. Et donc il faut être capable 90 120 km/h. C'est pour que les auditeurs se rendent compte de l'impact que ça représente, et surtout le fait de le répéter. Tu me dis 198 fois sur 200, c'est extraordinaire. Oui. Bon, là, en plus, pour les Jeux Olympiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des plateaux flash, ce qu'on appelle. Donc, en fait, en dessous du plateau, il y a une petite pellicule de couleur. C'est pour ça qu'on voit cette fumée un peu rose, là. D'accord.
Donc ça, c'est pour favoriser l'arbitrage, parce que parfois, vous avez un plateau, il est tout juste touché. Il y a une petite écaille et le plateau est bon. Donc il faut que les arbitres arrivent à voir cette petite écaille. C'est très difficile à arbitrer, le ball trap. Et quand vous faites par exemple du parcours de chasse, vous avez des obstacles, des arbres et tout. Des fois, il faut voir que le plateau est cassé avant qu'il soit cassé sur la branche de l'arbre. Donc à la télé, souvent on voit le skate olympique parce que c'est ce qu'il y a de plus visuel. Bien sûr. Avec des angles qui permettent aux caméras de bien voir, et puis ces plateaux flash qui permettent de voir s'il est cassé. Et puis c'est un sport qui s'est modernisé parce qu'on a maintenant la possibilité de faire un contrôle vidéo. C'est-à-dire que les arbitres... Vous avez la VAR aussi, vous. Donc. Comme le football, le rugby, voilà. Il y a essai ou pas essai, mais là il est cassé ou pas cassé. Alors, justement, quelles sont les qualités qu'il faut pour des athlètes qui sont capables de faire ces performances-là ? Il faut... Beaucoup de choses, mais comme beaucoup de sportifs, je dirais de la technicité, ça c'est sûr. Faut savoir manipuler une arme, il faut une acuité visuelle hors du commun. Il faut voir les plateaux très très vite. Et si vous les jugez pas bien, vous les cassez pas. Il faut un mental, comme dans beaucoup de sports. D'acier. Oui, ça se joue à un plateau, c'est-à-dire que souvent même c'est ex-aequo. Au bout de 200 plateaux, les gens sont ex-aequo. Ils font des barrages. Et j'avais, je crois, dit la dernière fois, au championnat d'Europe d'été il y a 2 ans, un petit jeune de la région, ils ont fait 5 barrages. Et personne n'arrivait à rater ce plateau. Et même les Britanniques pensaient arrêter la compétition parce qu'il faisait nuit. Justement, combien de temps dure une compétition ? C'est normalement un championnat international ou français, c'est 3 ou 4 jours. Les championnats de ligue, c'est sur une journée, voire 2 jours, certaines disciplines. Mais les championnats internationaux, c'est 4 jours. Vous faites 50 plateaux par jour. Et alors, quelles sont les installations disponibles en Occitanie pour la pratique du ball trap et sont-elles suffisantes pour accueillir des compétitions de haut niveau ? On voudrait toujours en avoir plus, bien évidemment. Mais, Réponse d'un président. Mais oui, il y a quand même de très beaux clubs en Occitanie qui organisent régulièrement des compétitions nationales, voire internationales. Je peux en citer quelques-uns, mais bon, vous avez Nîmes, vous avez Bellegarde, vous avez Poussan. Cette année, Casaubon qui a organisé le championnat de France de la fosse DTL avec plus de 500 tireurs. Je crois que c'est 519 tireurs inscrits. Donc il y a des clubs en Occitanie capables d'organiser des grandes compétitions, mais on en faudrait toujours plus, bien évidemment. Après, il y a des petits clubs qui sont là avec une seule installation, mais qui permet quand même de faire découvrir aux jeunes la discipline, et même certains sortir de petits clubs et devenir des très grands champions, bien évidemment. Et Philippe, depuis que vous êtes à la tête de la Ligue, quels sont les progrès ou les évolutions que vous avez pu observer dans la pratique du ball trap dans la région ? C'est toujours une question difficile à répondre, puisque c'est sous mon mandat, mais je pense qu'on essaie de moderniser le ball trap sur plein des plans. On fait en sorte que on vive avec notre temps. On est passé beaucoup à l'ère informatique, les inscriptions au championnat en ligne avec paiement par carte bleue. On faisait ça par envoi d'enveloppe papier, chèque. Maintenant tout est par informatique. La transition est faite maintenant dans le ball trap. On est passé. Oui, mais c'est pratique parce on est rentré au XXIe siècle en fait. Voilà. Bon, on a modernisé la trésorerie. Maintenant, on a un logiciel en ligne pour pouvoir interroger la gestion des comptes partout. On a une région quand même avec les fusions qui est énorme. On est 4 ou 5 régions comme ça à être énorme. Une superficie, vous voyez, ça va de Nîmes à Casaubon et de Souillac à Perpignan. Je ne sais pas si vous voyez, c'est énorme comme région. Donc on a été obligé d'informatiser beaucoup de choses, autrement on ne pouvait pas... Alors justement, quels sont les projets, toi qui es président de Ligue, objectifs pour l'année à venir ? On va parler de l'avenir maintenant. Déjà, savoir si je vais être réélu. Vous savez, la règle a changé. Il faut procéder aux élections avant la fin de l'année, 31 décembre de l'année des Jeux Olympiques d'été. Voilà, donc on est en train de se préparer. Si je suis élu, on essaiera de continuer. On essaye de recruter, puisque on est d'un certain âge, et qu'il faut préparer l'avenir. Et un jour, il faudra que quelqu'un nous remplace. Oui. Donc il faut passer le flambeau, comme on dit. Moi, ça sera mon dernier mandat en tant que président de région, puisque avec le cumul des mandats, j'ai le droit qu'à 3, donc je pourrai pas en faire d'autres. Donc il faut préparer déjà, ne serait-ce que la succession. Et ça, c'est pas facile. Je pense que dans tous les sports, trouver des bénévoles, c'est très dur, c'est compliqué. Et donc voilà. C'est bien de venir en parler à l'antenne. Voilà, c'est un appel qui est lancé. Bien sûr. Avis à tous ceux qui se sentent l'âme de bénévoles.
bénévole déjà et prêt à soutenir ce ball trap. Une dernière question qui me paraît importante pour rendre hommage à Michel Carrega, ce grand tireur qui vient de vous quitter, qui nous quittait. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'impact qu'il a eu sur le monde du tir ? Jean-Marc, un petit mot sur ce personnage. Michel Carrega, que j'ai connu, il nous a quittés le 26 septembre 2024, à l'âge de 90 ans. Bon, bien sûr, un champion hors pair, c'est le plus titré dans le ball trap français. Il a été le seul à avoir une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 1972. Lui, il était au jeu, quoi. Oui, lui, il en a fait 3 ou 4. Ouais, 3 ou 4 Olympiades. Ouais. Il a fini 5e en 84 Après, encore. il a eu 4 fois le titre de champion du monde et il a été champion d'Europe, peut-être 3 ou 4 fois aussi, je pense. On n'a pas tout retrouvé les résultats historiques sur son passé. Il n'y avait pas la modernisation de maintenant avec toutes les années enregistrées. Il a été plus d'une vingtaine de fois, ou même plus de 21 fois champion de France. C'est quand même exceptionnel. Voilà. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de participer à des compétitions en sa présence. Et c'était dans les années 90, quoi. Ça fait déjà un petit peu moins. Le temps passe, oui, c'est rien. Et j'ai même participé à une sélection à ses côtés. Et il tirait juste à côté de moi sur la même série. Et j'en garderai un bon souvenir parce que c'est un homme très gentil, qui était formidable et toujours de bons conseils. Il discutait assez facilement avec son flegme corse. Et je pense qu'il a apporté énormément au niveau du ball trap, car son nom restera gravé à jamais dans l'esprit des tireurs et qu'on n'oubliera jamais ses performances et surtout l'impact sportif qu'il nous a donné pour le sport. On peut le comparer à d'autres grands sportifs dans d'autres sports qui ont relancé des disciplines comme Prost, comme Noah, comme Platini, c'est Carrega dans le ball trap, c'est ça, c'est l'image, c'est lui qui a donné l'envie à plein de gens de faire du ball trap et pour ça on voulait lui rendre hommage. Merci pour ce beau témoignage, je pense que c'était important de le dire. Merci d'être venu dans cette émission aussi, nous apporter ce témoignage. On espère vous retrouver, on vous souhaite plein de bonnes choses pour ces futures élections et puis surtout le développement de cette discipline qui mérite d'être connue. On a quand même vu quelques images et je pense que pour les amoureux du sport en général, c'était de belles images qu'on a pu voir. Donc voilà, on vous souhaite une bonne continuation à tous les deux. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et comme on le dit, vous savez que vous pouvez nous retrouver maintenant, vous connaissez la formule, quand vous voulez, et vous êtes les bienvenus dans l'émission. Et maintenant, et si on dialogue sport avec André Lafenêtre, co-organisateur de Dialogue Sport dans une nouvelle chronique Sport et Entreprise. Et si on parlait de sport, la chronique. Et nouvelle chronique sport et entreprise, et nous accueillons pour l'occasion André Lafenêtre qui est co-organisateur avec Bruno Hamet de Dialogue Sport. Bonjour André. Bonjour Laurent. Alors Dialogue Sport approche maintenant à grands pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus maintenant sur cet événement ? Qu'est-ce qui fait que ça va attirer autant de monde sur cet hôtel du Mercure à Toulouse ? Oui Laurent, Dialogue Sport s'annonce bien. Nous avons cette année pu anticiper la communication qui est importante, notamment sur les réseaux, qui fait qu'aujourd'hui nous avons de nombreux inscrits qui souhaitent assister aux 4 conférences qui constitueront la base de cette journée avec des thématiques différentes, sport environnement, sport entreprise, sport et inclusion et un bilan des jeux haut en couleur. Nous aurons également un atelier le matin dont on reparlera un peu plus tard et peut-être des surprises supplémentaires dans l'après-midi, une radio sur place et si on parlait de sport, je crois que c'est. Voilà, et puis, c'est la deuxième édition en fait. C'est votre deuxième lancement avec Dialogue Sport, c'est la deuxième édition, c'est ça ? C'est ça, oui, c'est ça. C'est la deuxième. L'année dernière, nous étions à Dagora. Cette année, nous sommes au Mercure Compense. Il y aura également des temps conviviaux, un petit déjeuner, puisque là, ça sera sur une journée, un petit déjeuner, un déjeuner, et surtout une soirée cocktail qui regroupera tous les intervenants et tous ceux qui auront souhaité y assister. Alors, si j'ai bien lu, ça sera ce qu'on appelle un peu la troisième mi-temps. Il faut être attention maintenant dans les troisième mi-temps. Et comme le programme est conçu comme une sorte de match, on va dire, toutes ces conférences s'inscrivent dans un ordre bien donné et on peut assister à toutes ces conférences librement. Comment ça va se passer si on veut se rendre à ces conférences ? Alors, tout passionné de sport peut venir sur les conférences. Les conférences
sont offerts par un de nos partenaires, Rempart Mutuel. Il suffit d'aller sur le site sportivité.fr et de s'inscrire, puisque l'inscription est par contre obligatoire, puisqu'on puisse gérer la jauge des participants, bien entendu. Alors, les tables rondes sont un petit peu différentes de l'année dernière. Elles seront scénarisées, peut-être un peu plus vivantes et illustrées. Et nous aurons vraiment de très belles expertises et des angles très différents suivant les thématiques que nous traiterons. Alors, si on peut revenir un peu maintenant sur le contenu, puisqu'on maintenant sait comment on va pouvoir venir, quelles sont ces différentes... Est-ce qu'on peut s'inscrire à une conférence ou tout à la fois? Enfin, à partir du moment où on est inscrit, on peut assister à toutes les conférences, c'est gratuit, si j'ai bien compris. Et quelles sont ces différentes conférences? Quels sont en approfondissant un peu plus les thèmes et les personnes qui vont animer ces conférences? Alors, sur le lien, déjà, en fait, on peut s'inscrire à 1, 2, 3 ou 4 conférences. Voilà, mais il y a une jauge, bien entendu, qui est établie, puisque l'amphi n'est pas extensible. Les thématiques que nous allons traiter, si on les reprend un peu, c'est sport et environnement. Alors, je sais que tu attends que je donne des noms. Ben oui, des noms. On a besoin de noms. Ouais. Alors, les collectivités seront bien entendu représentées, élues et directeurs des sports. On aura par exemple Elisabeth Brunet, anciennement adjointe au sport à la ville de Tarbes, qui est aujourd'hui sur le développement durable, donc complètement concernée par la thématique. On aura des sites sportifs qui seront représentés, à commencer par Laurent Garcia, directeur de la station de Peyragudes, mais également la vision d'architectes engagés sur des sites sportifs qui respectent les critères RSE. On aura des industriels comme Tarkett, leader mondial du sol sportif, ou encore la piscine de demain. Ce sont des thématiques environnementales qui sont très actuelles pour les collectivités et pour le sport en règle générale. On aura également, alors un peu plus ludique, des entreprises engagées dans le sport et qui distribuent des produits issus par exemple directement de la nature. Je pense par exemple à la sève de bouleau qui servira notamment en troisième mi-temps. Tu vois qu'on sera sobre. D'accord. On boira de la sève de bouleau, mais pas que. Et l'eau des Pyrénées avec le responsable de la compagnie des Pyrénées, Sébastien Cruciol, et bien sûr le milieu sportif, la fédération de golf qui est très impactée par cette thématique écologique. L'événementiel, la corrida de Toulouse sera présente et présentera les paramètres qu'ils mettent en place, paramètres évidemment environnementaux qu'ils mettent en place. Voilà, Écolosport sera également un petit peu sera le juge et un petit peu sera à nos côtés, bien entendu, sur cette conférence-là. Alors, ça, c'est la conférence sport et environnement, c'est la première. On va démarrer par cette conférence-là. On enchaîne par la suite, donc, en deuxième mi-temps, on va dire, après le déjeuner, avec sport en entreprise et sport santé. C'est ça. Alors, c'est sport entreprise et sport santé. On va pas traiter du sport santé. La santé, dans ce cas-là, n'est que la conséquence du sport ici en entreprise. Et nous aurons des chercheurs et universitaires, comme Lynn Malric, qui est également vice-présidente du conseil départemental, mais qui est très engagée. Et c'est une chercheuse universitaire en matière de sport. Nous aurons des organisations d'entreprises, CPME, MEDEF, et bien sûr la FFSE, représentée par son président de... Alors la FFSE, je te coupe, c'est la Fédération Française de sport en entreprise. Voilà, tout simplement. Pour nos auditeurs, que ça soit plus clair. Oui, tout à fait. Des exemples d'entreprises, une association d'Airbus, par exemple, qui sera présente et qui témoignera de l'engagement des salariés et de l'entreprise en matière de sport, ou encore Valérie Gimenez, qui est très engagée sur cette thématique, qui est également représentante du MEDEF, des professionnels de la santé, Jean-Pierre Payol, directeur général de Rempart Mutuel, également très engagé dans le sport. Voilà, ce sont des témoins importants sur cette thématique du sport entreprise et de la santé grâce au sport d'entreprise. Donc là, c'est un début de mi-temps, on a une petite pause et on relance sur l'inclusion par le sport, la suite du programme. Ouais, il y a une thématique lourde de sens aujourd'hui. Constatons aujourd'hui une vie sociale qui est assez tiraillée, et le sport peut être effectivement un élément
d'inclusion et de vivre ensemble. Donc on voulait vraiment présenter des gens qui proposent des solutions et des résultats avérés sur ces thématiques-là, comme par exemple le directeur du CEVIF. Le CEVIF, c'est une organisation toulousaine engagée sur le terrain. Nous aurons également la Ligue du sport adapté, qui sera présente pour l'inclusion d'handicaps mentaux dans le sport, la présence de collectivités évidemment, la région, le département. Je pense que c'est une table où les débats vont être vifs. Voilà, et nous aurons également la présence d'une organisation alors qui travaille pas sur les frontières occitanes, bien au-delà des frontières occitanes. C'est les baroudeurs de l'espoir, mais que nous souhaitions mettre en avant toute la journée. Ils œuvrent en fait auprès d'enfants dans des pays sinistrés ou en guerre, notamment la Syrie et le Liban actuellement. On comprend bien leurs problématiques aujourd'hui, et ils apportent aux enfants en fait de l'éducation et du sport. Ils ont par exemple un bus scolaire qu'ils animent. Ils organisent des ateliers de sport pour essayer de montrer aux enfants qu'il existe autre chose que la violence, la guerre. Voilà, c'est notre engagement du jour auprès des baroudeurs de l'espoir. Et c'est Diane Antacli, donc, qui est la directrice qui représentera cette ONG. Une belle conférence en vue. Alors, et là, on va arriver donc fin de mi-temps avec un apothéose, on va dire, avec un sujet qui va intéresser, je pense, énormément de monde. C'est ce fameux bilan sur les Jeux 2024, les plus, les moins de cet événement extraordinaire que l'on a vécu cet été. Ouais. Alors, il est encore un peu tôt pour faire un bilan complet. Donc, on a essayé de rendre cette table très vivante, pleine d'anecdotes, et qui mieux que Nelson Montfort pour animer une table telle que celle-là. C'est donc lui qui sera en charge de faire témoigner nos différents intervenants. On voulait voir les jeux de l'intérieur par ceux qui ont fait les jeux de l'intérieur, des acteurs du COJO, des juges d'épreuve par exemple, et bien sûr des sportifs de haut niveau, à commencer par notre marraine, Hilary Pacha, qui sera présente tout au long de la journée, Jonathan Hiverna qui représentera les Jeux paralympiques, et puis on vous réserve quelques surprises, quelques médailles lors de cet après-midi, et voilà, donc on vous annoncera tout ça, vous le verrez sur nos réseaux. Et on aura également une vision plus sociétale des Jeux avec Philippe Terral ou Antoine Lebellec, le patron du CNEA de Font-Romeu, une vision historique avec Sébastien Nadeau. Voilà, on aura également une vision olympique avec Richard Maillet, qui est le président du comité régional olympique et sportif Occitanie, ou encore la Fédération du sport français qui sera représentée et qui finance, qui est un organisme qui finance le sport et les sportifs de haut niveau, qui a été très présente auprès de nombreux athlètes qui ont fait les Jeux. En fait, tout ça, c'est une quarantaine d'intervenants que nous aurons sur la journée, voilà, pour que cet événement soit une vraie tribune du sport pour le développement du sport, pour faire passer des messages positifs et évoquer plutôt des solutions plutôt que toujours des problèmes. Voilà, pour essayer de penser le sport de demain en Occitanie. Alors, sur tout ça c'était notre match. Il y avait en parallèle de ça, un peu en partie, en annexe de ça, mais qui est important aussi, tu parlais de diversité d'activités qu'il y allait avoir. Il y a aussi un atelier que tu as prévu qui s'appelle l'atelier sur la gestion des conflits, justement. Alors, c'est assez original comme atelier. Est-ce que tu peux en dire 2-3 mots ? Ouais, c'est effectivement original dans le contexte d'un colloque autour du sport, mais le conflit fait partie intégrante du sport. On le voit sur les terrains, c'est une chose, mais normalement il y a l'arbitre pour gérer ça. Mais effectivement, hors des terrains, on voit également beaucoup de conflits, et ça impacte tous nos éducateurs, tous nos clubs, et je pense qu'ils seront très intéressés à ce qu'une experte explique en fait le cheminement d'un conflit, et peut-être leur apporte des solutions, leur apporte des tuyaux pour gérer des conflits. Voilà. Et le rapport avec le sport, c'est qu'en fait cette personne-là, qui s'appelle Gwenan Leroux, a écrit un roman pédagogique
qui s'appuie sur le sport pour présenter les solutions à la gestion de conflits. Alors c'est libre d'accès, la même façon, on peut se rendre sur place, il faut s'inscrire, comment ça se passe pour cet atelier? C'est pareil, il faut s'inscrire à l'atelier. C'est également un choix que vous avez quand vous allez sur le lien d'inscription. Vous pouvez alors là, la jauge est plus petite puisque ça sera dans une salle annexe d'une 40aine de places et il y a déjà pas mal d'inscrits. Donc pour ceux qui sont intéressés, il faut aller assez vite. Et ça a lieu le jeudi matin vers 11h30. C'est à peu près l'horaire qui a été... Tout à fait, entre 11h30 et midi et demi. C'est un atelier qui n'impacte pas la visibilité des conférences. Donc on rappelle bien, c'est jeudi 28 novembre 2024, bien sûr, à Toulouse, à l'hôtel Mercure Compan Caffarelli, Dialogue Sport. Moi, j'ai une dernière question, André, à te poser. Ce qui est important, c'est la 2e édition de Dialogue Sport. On va dialoguer sport avec toi. Mais quel est le message finalement que toi et ton co-organisateur Bruno, vous avez envie de faire passer auprès des participants et plus largement auprès du grand public? Je voudrais que le mouvement sportif, on parle beaucoup à l'heure actuelle des possibles changements à venir encore de la gouvernance du sport. Je voudrais que les acteurs terrain se regroupent pour apporter des solutions au développement du sport. Les Jeux ont été une vitrine extraordinaire. Toutes les fédérations sont aujourd'hui sollicitées pour de nouvelles licences. Malheureusement, il n'y a pas toujours les potentiels en face, alors soit d'encadrement, soit tout simplement de lieux d'exercice des disciplines concernées. Je pense que effectivement, le fait de regrouper le mouvement du sport permettra de trouver des solutions pour que le sport continue à se développer parce que c'est un vecteur d'éducation, de vivre ensemble et puis de santé, bien entendu. Eh bien, écoute, merci pour ce beau message. Je pense qu'il sera entendu. Rendez-vous donc tous les amis sportifs à cet événement Dialogue Sport le 28 novembre. Si vous avez du temps et de la disponibilité, allez voir et écouter toutes ces personnalités. Il y aura aussi bien sûr des surprises, comme vient de nous le dire André. André, merci pour cette petite chronique et on te souhaite une bonne intervention et un bon Dialogue Sport. Merci Laurent, et n'oublions pas que tu seras présent sur site puisqu'on a réservé un studio et si on parlait de sport toute la journée avec nous sur Dialogue Sport. Et oui, parce que nous, on veut donner la parole à ceux qui font le sport. Merci beaucoup André, je te dis à très bientôt. Merci. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants pour la 2e mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités Maria Sermégian et Olivier Baragnon. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Jeudi 28 novembre, et si on dialoguait sport? Retrouvons-nous à Dialogue Sport pour un grand débat sur des thématiques sportives essentielles. Environnement, inclusion, formation, sport, entreprise et santé, et un bilan des Jeux olympiques et paralympiques. Toutes les informations sur sportivité.fr. Et si on parlait de sport, 2e mi-temps. Et retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Maria Sermégian et Olivier Baragnon, qui sont tous les deux directeurs régionaux de la Ligue du sport universitaire Occitanie, site Toulouse. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir Olivier. Bonsoir Maria. Et merci d'avoir accepté déjà notre invitation. Et avant de commencer, une petite présentation chacun. Maria, on va commencer par toi, qui nous présente un peu qui tu es, ton parcours personnel et professionnel.
Et sportive aussi, je crois. Alors, je suis professeur de PS à la base. J'ai enseigné pendant plus de 10 ans à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et ça fait 2 ans que j'ai rejoint la FFSU en tant que directrice. Et puis, je cours. Tu cours un petit peu. De la course à pied. Olivier. Moi, je cours pas, mais donc je suis aussi enseignant de PS puisque c'est un statut qui nous permet d'être directeurs régionaux. Hein. Je suis donc enseignant de PS. Je suis passé par le pôle espoir de rugby à Jolimont pendant 10 ans. J'étais responsable du pôle espoir et puis après l'université Paul Sabatier. Et ça m'a permis d'arriver, comme Maria, à la direction régionale où on a remplacé Albert Sigagna et Didier Arquet. Eh bien, bienvenue en tout cas dans cette émission. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette Ligue du sport universitaire et ses principales missions auprès des étudiants ? Donc la Ligue du sport universitaire, elle est délégataire de la Fédération française du sport universitaire. Donc c'est au niveau national et chaque région a une Ligue du sport universitaire de chaque région. Donc nous, on est une grosse ligue, Occitanie, avec un site à Toulouse et un site à Montpellier. Donc nous, on est sur Toulouse, on a 2 directeurs sur Toulouse. Voilà. Et donc, les principales missions, c'est d'organiser tout le sport universitaire au niveau local. Donc, on verra plus tard, mais on a vraiment, on compte 8000 licenciés. Donc, c'est vraiment l'équivalent d'un très gros club sur notre région toulousaine. Et autre mission, c'est aussi d'organiser des compétitions nationales et des championnats de France. Et alors justement, quels sont les principaux objectifs de la Ligue dans la région et quels défis rencontrez-vous pour faire vivre le sport universitaire sur un territoire aussi vaste ? Le territoire aussi vaste, c'est vrai qu'on est Occitanie, mais justement, on a 2 sites, site Montpellier, site Toulouse. Donc vraiment, nous sur Toulouse, on est une très grosse, on a la chance de pouvoir être épaulé par les enseignants, par les étudiants qui sont très motivés. Et ça, c'est quelque chose qui date vraiment de plusieurs années. Donc, on a plus de 8000 licenciés, mais depuis très longtemps. Donc, ces jeunes-là, ils sont motivés pour faire du sport universitaire. Et donc, nous, on essaie de leur offrir le maximum de possibilités pour qu'ils se régalent tous les soirs de la semaine, tous les jeudis après-midi et tous les soirs de la semaine, en sport co en particulier, mais aussi en sport de raquette, en sport individuel. Dans nos fonctions, donc, on est chargé des championnats domestiques, de l'organisation des championnats domestiques. Ça représente 2500 matchs à l'année, donc c'est assez énorme. On est chargé de la désignation des arbitres et aussi de la formation des dirigeants, parce que ces universitaires aujourd'hui pratiquants, on espère bien sûr qu'avec nos fédérations affinitaires, puisque on est une fédération multisport, que ça devienne demain des dirigeants, des sportifs de haut niveau, on le souhaite, des sportifs tout court, on le souhaite aussi, mais surtout des dirigeants pour demain, parce que c'est souvent des gens qui auront des responsabilités, et ça peut être les sponsors de demain, ça peut être les encadrants de demain, et donc nous on tient vraiment à ce qu'il y ait ce passage de témoins vers les fédérations affinitaires. Alors vous l'avez dit, vous comptez plus de 8000 licenciés, comment la Ligue gère-t-elle l'organisation de tant d'activités et d'adhérents ? Alors, c'est une organisation au petit cordeau parce qu'en fait, on est donc 2 directeurs, mais on est également 2 collaborateurs sportifs. Et donc, on se répartit les activités, les sports co, les sports individuels, et chacun est responsable de son championnat. Voilà. Donc ça, c'est une organisation... vraiment, chacun a son rôle dans cette organisation-là. Donc, nous, on s'appuie sur les enseignants de PS qui sont dans les universités, mais on s'appuie aussi sur les bureaux des sports des étudiants, les responsables d'équipe des étudiants. Donc vraiment, on communique beaucoup avec eux, on les responsabilise aussi, puisque tu parlais aussi, il y en a pas mal qui... Voilà, ça fait aussi une expérience professionnelle, un développement de compétences également pour eux, pour de la gestion, du management d'équipe. Donc on communique avec les moyens un petit peu modernes, parce qu'avant il paraît que ça se faisait avec des fax et tout ça, mais non, on est passé au groupe WhatsApp. Donc on travaille pas mal avec un logiciel pour faire des calendriers de sport co, parce qu'effectivement 2500 matchs à gérer par semaine, moi je gère le volley pour ma part, j'ai 145 équipes à gérer, donc je gère 40 matchs par semaine. Et avec un seul terrain, c'est ça ? C'est ce qu'on disait en aparté, en off. Mais... Même si, pour être tout à fait honnête, la mairie de Toulouse nous aide énormément, on a des partenariats avec les établissements universitaires qui nous
prêtent leur terrain de manière à faire fonctionner ce sport universitaire. Alors bien sûr, on souhaiterait avoir plus d'installations pour avoir, comme tout le monde, plus de rencontres, une meilleure qualité d'installation. Mais tout à la fois, on est dans un vrai partenariat. Et les difficultés que rencontrent les autres, on les rencontre aussi. Après, sur ces 8000 licenciés, c'est vrai qu'il y a une forte appétence pour les sports collectifs. On doit 80% de nos licenciés sont dans les sports collectifs. Alors justement, je vais te couper parce que c'est la question à suivre, parce que c'est pas important. Quel type de sports sont les plus populaires parmi les étudiants et comment vous expliquez ces différences? Alors, il y a une partie de la réponse. Ces différences, ça s'explique probablement à cause du matériel, que vous n'avez peut-être pas forcément, mais donnez des idées un peu à tous ces universitaires, futurs universitaires. Quel type de sport vous proposez? Il y a 40 activités proposées. 40 possibilités de faire des championnats d'académie. Il y a toujours plusieurs niveaux, donc ça peut. Qui envoie d'ailleurs plus loin, puisque oui, tout à fait. On disait avec Maria, ça va. Ils sont qualificatifs à des championnats de France. Ça, oui. Ils sont aussi les championnats domestiques du débutant au confirmé. Et ça, c'est très important. C'est que c'est du sport pour tous, pour l'élite certes, mais on sait très bien que la base c'est plus qu'important pour avoir une bonne élite. Donc on fait vraiment du sport pour tous. Et ça, il faut l'entendre. Et on a du débutant, on a 5 divisions en rugby, on doit en avoir 5 en football, de manière à ce que tout le monde puisse s'exprimer autant en volley, autant en basket, de manière à ce que ça soit dans un niveau convenable d'opposition, parce que ça, c'est très important, au niveau de la sécurité et puis aussi au niveau de la qualité de la rencontre et puis de l'intérêt de la rencontre. Donc ces niveaux, c'est très très important. Après, on a aussi une qualité d'arbitrage. On a des arbitres, je prends l'exemple du rugby que je connais mieux. Cette année, la finale académique, elle est arbitrée par Monsieur Blasco, qui est un arbitre de top 14. Donc c'est vrai que ça donne de la crédibilité aux événements. Et puis ça nous permet aussi de faire de la formation d'arbitrage. En sortant d'ici, on ira à la maison du rugby pour faire une formation d'arbitre en collaboration avec la Fédération française de rugby. Donc on essaye vraiment de lier toute la population sportive. Ça, c'est très important pour nous, qu'on vive pas en vase clos et qu'on ait des connexions avec toutes les fédérations. Alors en plus des sports collectifs, parce que là tu me parlais vraiment de sport collectif, rugby et volley, quels sont les sports individuels que vous proposez? Là aussi, la gamme est très large. Ça va des sports traditionnels comme la natation, l'athlétisme, mais aussi on fait du tir à l'arc, on fait du golf, on fait de la danse, on fait de l'escalade. Vous allez faire du tennis de table maintenant? J'imagine. Il y a de la demande. Le problème du tennis de table, effectivement, il y a de la demande, mais c'est les installations. Pour l'instant, on en revient à les installations. On fait beaucoup de badminton parce que ça, c'est très ludique et vraiment, il y a beaucoup de matchs de badminton, un peu de tennis. Et effectivement, le tennis de table, c'est une activité que l'on va mettre en place cette année, mais ça demande un peu de matériel. En tout cas, une installation qui puisse nous accueillir et qui puisse accueillir beaucoup de monde. Mais effectivement, c'est une demande de cette année. Voilà, c'est toutes les catégories, la musculation. La danse, j'imagine. La danse aussi. Ouais, et peut-être demain du ball-trap, puisque vous avez à côté de vous les présidents présents ici et qui sont à la recherche, effectivement, pourquoi pas, d'athlètes pour vous soutenir. Ça pourrait être en découverte. Et parmi tous les sports que vous proposez, quels sont les plus populaires? Les plus populaires, soit c'est culturel par rapport à la région, et on pourrait parler du rugby, mais ça va être aussi le football, et puis c'est le volley, c'est vraiment les sports collectifs qui sont plébiscités. Mais, et un sport individuel? Il y en a un qui sport individuel. En fait, un sport individuel, c'est aussi lié à l'implication des enseignants qui sont dans les différentes universités. Et par exemple, je pense à l'escalade, c'est très porteur. L'escalade en salle, on parle en salle, en compétition, c'est une activité qui plaît beaucoup. En ce moment, est en plein développement aussi. Et puis, qui est aussi très portée par les collègues. L'athlétisme, par exemple aussi, on a une collègue qui est très portée, donc qui nous amène beaucoup de monde sur les compétitions. Donc voilà, ça dépend. Ça dépend des années aussi, ça dépend de l'actualité. Le judo peut-être. Alors le judo, on organise un championnat interligue, donc là on reçoit la Nouvelle-Aquitaine et cette compétition. Alors le judo, on a un super accord, on s'entend très bien avec la Ligue Occitanie de judo. Vraiment, c'est des gens charmants, carrés. Parfait. Et la mairie de Toulouse qui nous met à disposition la maison des arts martiaux aussi pour organiser donc un championnat interligue. Et derrière, on organise aussi cette année le championnat de France de judo première division. Mais vous êtes 50 000 à organiser ça derrière? Non, j'ai que les deux. C'est la question qu'il ne fallait pas poser. Non, on est une équipe. Déjà, vous n'êtes pas tout seul. Ça nous permet ici de remercier tous les gens, nos collaborateurs professionnels, c'est-à-dire on est 5 en réalité, donc on remercie nos collaborateurs qui ne sont pas là ce
ce soir. Et puis on remercie aussi tous les étudiants qui quelquefois participent à des stages, que ça soit des services civiques, soit des stages sur des masters, sur des UT, ouais. qui nous permettent d'avoir des gens qui s'impliquent dans le bénévolat, puisque c'est souvent des stages non rémunérés. Mais vraiment, sans eux, on ne pourrait pas organiser des grosses manifestations. Les grosses manifestations de championnat de France, c'est beaucoup d'investissements, c'est souvent aussi délocalisé. On aura ça me permet de rebondir sur les championnats de France. On aura du cross à Montauban, on aura du golf à Albi en championnat de France, on aura le judo cette année. Donc c'est vrai que ces organisations nationales, elles nous demandent les soutiens des municipalités, bien sûr, mais aussi le soutien des bénévoles étudiants. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais en parlant de bénévoles, ça me permet de rebondir. La Ligue organise 2500 matchs par an en sport collectif et de raquettes. Comment parvenez-vous à gérer une telle logistique ? Alors la logistique, elle est assez simple, hein. Maria, ma collègue, parlait des groupes WhatsApp. Ils nous aident très honnêtement. La technologie nous facilite la vie. Et ça, c'est très bien. On a dans notre équipe des gens qui maîtrisent très très bien la technologie et donc qui nous font les voies rapides. Et ça, c'est fabuleux. Mais l'investissement des arbitres est exceptionnel et leur conviction, mais aussi les capitaines, les jeunes qui s'investissent pour les autres. Alors, c'est souvent des capitaines joueurs, mais on a aussi des capitaines d'équipe qui ne sont pas joueurs et qui sont dirigeants. Et ça, c'est une préformation pour moi à la suite de leur vie sportive, qui ne se limite pas juste à être un pratiquant. Leur investissement, moi, je pense que ça va les marquer pour le reste de leur vie. Souvent, hein, on a des étudiants qui sont perdus dans des amphithéâtres et leur seul repère, c'est leur seule famille. C'est celles qu'ils vont rencontrer dans l'activité physique. Alors c'est pour ça que les sports co peut-être aussi génèrent ça, c'est que on s'aperçoit qu'on a une équipe de médecine, une équipe de pharma, une équipe de dentaire, une équipe de Capitole. Ça permet un lien social qui va bien au-delà des valeurs du sport, hein, qui va leur donner des valeurs pour toute la vie. Et ça, moi, j'y crois profondément. C'est-à-dire que une notion d'investissement pour les autres, parce que être capitaine d'équipe, c'est s'investir pour les autres. Et puis une appartenance forte. Ça, souvent, c'est négligé. Et alors que c'est, à mon avis, le rôle peut-être notre rôle le plus important. C'est ce qu'on imagine dans certaines universités américaines qui ont ce look-là où effectivement c'est très fort, il y a une solidarité et ces universités-là, alors bien sûr, eux ont d'autres moyens derrière parce qu'il y a un aspect financier, mais quand même. Et c'est vrai que si on arrive à faire ça ici, sur le territoire, c'est intéressant parce qu'on a besoin d'être soutenu avec tout ce qui se passe autour, qui se retrouve dans des équipes comme ça me paraît une très bonne chose. Moi, quand je vois la détresse de la jeunesse aujourd'hui, très honnêtement, je pense que se trouver une famille, c'est sûrement ce qu'il y a de plus important, des liens forts avec des gens qui vont tenir. Moi, je m'aperçois que les gens avec qui on a joué, souvent, on les retrouve 20 ans plus tard, peut-être souvent un peu plus amochés, un peu plus fatigués, mais c'est toujours les mêmes. Et donc, c'est ça qui est très important. Et ces relations-là, ils ne les perdront pas. On est sûr que certains étudiants sont restés scolarisés parce qu'ils participaient à ça, parce qu'ils participaient à l'activité physique entre eux. Et alors, quelle est l'importance du partenariat avec le Crous dans le développement du sport universitaire et quel type d'événements organisez-vous ensemble ? Alors ça, c'est un partenariat qu'on a lié, qui est aussi un partenariat avec le CNUS, donc au niveau national avec la FFSU, et donc que l'on décline au niveau régional. Donc le Crous, c'est une action à deux niveaux. Il y a eu une action sur l'été, une action estivale pour, justement, là, on parlait de solidarité, on parlait au-delà du sport, en fait, aussi de ce sentiment d'appartenance, de travailler aussi avec les étudiants qui se sentent seuls, qui restent tout l'été dans leur cité universitaire, tout ça. Donc ça, c'était aussi une première action pour les amener à, oui, bouger, et c'est aussi un objectif de sport santé, mais c'est aussi ne pas rester seul tout l'été et venir descendre de leur chambre. Donc ça, c'était une animation tout l'été. Donc on a recruté 8 jeunes animateurs. Donc ça, c'était la première partie avec le Crous, et on a continué le partenariat, et cette année il va y avoir une dizaine d'événements, de soirées, une par mois à peu près, sur, là par contre un peu plus sportif, mais sportif sans la recherche du résultat à tout prix. Alors bien sûr on joue pour un résultat, et on joue, quand on fait du basket par exemple, la première soirée c'était un basket 3-3, forcément il y a le score quand même à la fin, c'est pas que de l'animation, mais il y aura des soirées par exemple de découverte du hockey sur glace. Bon voilà, c'est des soirées à thème sur inscription, qui sont ouvertes d'abord aux étudiants qui vivent dans les résidences universitaires, mais pas que, aussi qui sont ouvertes à tous les étudiants toulousains.
Alors justement, comment vous assurez l'accessibilité à tous les profils d'étudiants, du débutant au compétiteur confirmé? Comment ça se passe, y compris ceux peut-être, on n'en a pas trop parlé encore, ceux qui sont handicapés? C'est vrai que tout à l'heure on a parlé des niveaux en sport co. Effectivement, on ne peut pas faire jouer de façon sécuritaire des gens qui jouent en club et des gens qui découvrent l'activité. Donc ça, à ce niveau-là, c'est assez facile à organiser. On travaille aussi pas mal sur la féminisation, c'est-à-dire qu'on ouvre les niveaux. Par exemple, sur du volley, on fait du volley en 4-4 réservé aux filles. Je sais qu'en rugby, la pratique du rugby féminin s'est beaucoup développée. Donc vraiment, alors on n'est pas à la parité, hein. C'est clair qu'on n'est pas encore à la parité. Et je ne sais pas si on y arrivera, mais de toute façon, c'est comme ça. C'est aussi le reflet de la société. Mais on essaie vraiment de mettre en avant les jeunes filles. Et ensuite, je sais que l'an dernier, on a organisé des journées en e-sport. C'est un sujet qui est compliqué chez nous parce que quand on était à l'université, pour le faire. Il n'y a pas la structure. Il y a aussi le manque d'informations. En fait, je pense que les informations ne circulent pas forcément. On essaie de travailler justement avec le Crous. Il y a une résidence universitaire qui accueille des étudiants en mobilité réduite, par exemple. Donc, on essaie de proposer des animations aussi chez eux. Mais tout à la fois, nos activités possibles, on les ferme jamais. Moi, je veux pas dissocier des universitaires sur du handicap, donc on les ferme jamais. Le tir à l'arc, par exemple, il y a une jeune tireuse à l'arc qui est fabuleuse et qui fait chaque année les championnats d'académie et qui a même fait les championnats de France. Et donc, l'idée aussi, c'est de venir vers nous et de voir ce qu'il est possible de faire. Et de pas être dans une ségrégation, c'est pas possible, parce qu'on n'est pas du tout là-dessus. Si on peut, on fera l'effort, on le fera toujours. Quelquefois, on ne pourra pas parce qu'on n'en a pas les moyens, on n'en a quelquefois aussi pas les compétences. Oui, tout à fait, c'est particulier. Alors justement, quels sont pour les étudiants qui souhaitent progresser? Alors c'est vaste la question, parce que est-ce que vous proposez des compétitions de niveau avancé ou des opportunités supplémentaires, c'est-à-dire s'adapter justement pour comme tu viens de le dire, des jeunes filles comme ça qui voudraient donc faire, qui en e-sport, mais pour les autres aussi, comment ça se passe, l'accès à ces compétitions-là? L'accès, il est très facile, hein, c'est être licencié, prendre une licence FFSU qui est à un tarif très honnêtement assez modique, hein, qui est selon les établissements entre 30 et 50 euros année, et qui permet de faire 10 Open de golf, qui permet en même temps de jouer au rugby, qui permet d'être volleyeur un soir, qui permet d'être basketteur le lendemain, donc de faire toutes les activités avec cette licence multisport. Ça, c'est la première chose qu'on veut mettre en avant. Et la chose aussi importante, c'est ces niveaux de proposition dans les compétitions, de manière à trouver aussi son bonheur dans une équité sportive et pas se confronter à de l'inaccessible. Au football, il y a des niveaux, au rugby, il y a des niveaux. Les pratiques individuelles ne nous posent pas trop de problèmes quand elles ne sont pas dans l'affrontement. Dans l'affrontement, il y a aussi des niveaux. Quand on est au tir à l'arc ou au golf, peu importe le niveau, on peut participer ensemble. Dernière question un petit peu à tous les deux, c'est les ambitions pour le sport universitaire. Quelle petite réflexion vous pourriez avoir sur les prochaines années? C'est pas une question piège, hein? Non, c'est pas une question piège. Mais c'est vrai que nous, on a une ligue et un site où on a vraiment beaucoup d'activités, et on s'interroge sur le développement, mais le développement à quel prix? Par exemple, si on accepte en particulier en sport co 10 équipes de plus, d'accord, mais on les met où, ces 10 équipes de plus? Est-ce qu'on accepte d'enregistrer 10 équipes de plus au détriment d'un championnat domestique de qualité? On va leur proposer moins de matchs. Donc on s'interroge, il va falloir... Alors, par exemple, ce matin, on a rencontré la mairie, la municipalité, donc on a de très très bonnes relations avec eux, donc c'est pour ça qu'on les rencontre et pour discuter. Ils nous ont demandé quels seraient nos desiderata déjà pour l'année prochaine, tout ça. Donc, effectivement, on peut pas accepter beaucoup plus. Actuellement, on est un petit peu à l'étroit. Donc, ça, au niveau concret là-dessus, c'est assez compliqué de. Mais en même temps, c'est positif, c'est qu'il y a de la demande. Mais non, mais c'est super positif, mais il faut toujours. Voilà, on dit que les jeunes n'aiment pas le sport, mais si vous me dites que vous êtes bouché de partout, c'est que les jeunes veulent en faire, quoi. On n'est pas bouché de partout, mais nous, il faut trouver le bon compromis entre on accueille, on veut pas refuser, mais si maintenant on refuse un petit peu des gens qui sont ou réorienter peut-être sur d'autres sports, en retard, donc on les réintègre sur la deuxième phase de championnat. Enfin, voilà, donc il y a ce
problèmes vraiment concrets, tout ça. Et puis après, il faut réfléchir aussi au développement du sport. Qu'est-ce que, par exemple, à la FFSU nationale, il y a une réflexion sur le e-sport, par exemple. Ah oui. Voilà, sur des activités comme ça. Mais moi, je pense aussi que, très simplement, la reconnaissance du sport en France, c'est un vrai dossier. La reconnaissance du sport universitaire, c'est un vrai dossier aussi. Et si on ne travaille pas là-dessus, on aura du mal à avoir aussi un maillage dans le territoire qui permette à tous de pratiquer, des installations qui soient rénovées. Et tout ça, c'est tout simplement un aspect politique des choses. Si on n'investit pas aujourd'hui sur des installations, on délaisse un peu notre jeunesse. Donc moi, ça sera pour moi la conclusion. On a besoin de plus d'installations parce qu'à un moment donné, pour pratiquer dans de bonnes qualités, et je rejoins tout à fait ma collègue sur le fait de ne pas organiser à tout prix, parce que derrière, il faut aussi que pour maintenir ces licenciés sur le long terme, il faut aussi leur proposer j'aime pas beaucoup le mot, mais c'est ça, des produits de qualité. Si on propose pas un produit de qualité, les gens ils reviennent pas. Et donc nous, l'objectif, c'est aussi que tout se développe de manière à ce que l'étudiant il soit pratiquant dans des sites de qualité, arbitré avec des jeunes formés de qualité, avec des dirigeants autour de qualité. Et ça demande des moyens et de la reconnaissance. Donc j'espère que nos politiques, ils auront encore plus de reconnaissance pour le sport et pas quelquefois uniquement sur ce qui brille. Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges. Bonne continuation pour vos projets. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Merci à vous. Merci beaucoup. Et tout de suite, place à la prolongation avec le quiz. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et oui, dans cette prolongation, nous allons nous retrouver pour le quiz, le fameux quiz de Et si on parlait de sport. Donc avec nos deux adversaires, on aura le Ball-Trap face au sport universitaire. Et on va commencer à la première question. Je le rappelle, donc une question, 3 réponses possibles. Nos amis du Ball-Trap. Première question, le 17 novembre prochain a eu lieu la 20e édition du Cross René Arcuset. À quel endroit a-t-elle eu lieu? À Labège, à Toulouse ou à Montauban, pardon. Non, il aura lieu le 17 novembre. Autant pour moi. 17 novembre prochain, oui, effectivement. Tu as dit quoi, les réponses? Où est-ce que ça a lieu? À Labège, à Toulouse ou à Montauban? Tic-tac, tic-tac, Je tic-tac. dirais Labège. Eh non. C'est à Montauban. Montauban, moi, mais bon. En plus, ça a été dit pendant l'interview. Oui. C'est pour ça que j'aurais dit Montauban. Une question pour le sport universitaire. Le Ball-Trap a été inventé par un Américain, un Français ou un Anglais? Il faut que tu donnes les 3. Oui, j'ai dit un Américain, un Français ou un Anglais. Un Anglais. Dommage, c'était par un Américain. Son nom est Charles Davis. Voilà. 0-0, on continue. Deuxième question pour nos amis du Ball-Trap. Quel est le rôle principal de la Fédération française du sport universitaire? Petit A, organiser les compétitions professionnelles. Petit B, promouvoir la pratique sportive au sein des établissements d'enseignement supérieur. Petit C, gérer les clubs sportifs amateurs. Dans le micro. La deuxième réponse. Eh oui, donc promouvoir la pratique sportive au sein des établissements d'enseignement supérieur. Deuxième question pour le sport universitaire. Combien d'épreuves de Ball-Trap sont présentes aux Jeux Olympiques? 5, 4 ou 3? Moi, j'aurais dit 4. Il y en a 3. Si vous voulez nous dire lesquels ou développer, il n'y a pas de problème. Le ski olympique, la fosse olympique et le double trap, mais je crois que le double trap a été enlevé. Donc il n'y aurait que 2 pratiques sportives. C'est pour ça, c'est ce qui me semblait. Bon, dans tous les cas, 4 c'était faux. Oui. Non, mais il n'y en a que 2 qui sont pratiquées au niveau... On va demander la VAR. Allez, troisième question pour nos amis du Ball-Trap. Parmi les sports suivants, lequel n'est pas pratiqué dans le cadre du sport universitaire en France? Le water-polo, le rugby ou le baseball? Le baseball. Bravo. Bonne réponse. Dernière question, combien de clubs de Ball-Trap existent en Occitanie? Un peu moins de 60, 65 ou un peu plus de 70? On ne triche pas. Un peu moins de 60, 65 ou un peu plus de 70? Pourtant, j'ai tout écouté attentivement, mais je crois que c'est la 3. C'est une bonne réponse. Bonne réponse, bravo. Si je me trompe pas, ça fait 2-1. Voilà, donc on va être sport, on est dans une émission sportive, donc on va quand même vous poser la question subsidiaire à tous les 4. C'est maintenant que la clochette Voilà, donc là par contre arrive. c'est de la rapidité. Je pose la question, il y a 3 réponses et c'est la première qui va taper sur la petite sonnette qui répond. Attention, quel est l'un des principaux bénéfices du sport santé? A, la perte de poids rapide. B, l'amélioration de la condition physique générale et la prévention des maladies chroniques. C, le développement de la force musculaire extrême. B,
Ils se sont rattrapés, nos amis du sport universitaire. On peut dire que c'est une égalité parfaite. Voilà. Bravo, félicitations à tous les 4 et merci de votre participation. C'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et c'est la fin du match de cette 73e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif. Oui, du 2 au 9 novembre, vous pouvez retrouver du tennis avec les Masters à Riyad et la finale de WTA. Du 3 au 9 novembre, tennis, tournoi ATP 250 à Metz et à Riron en Espagne. Le vendredi 8 novembre, du basket masculin avec la Nationale 1, Aurore de Vitré affrontera le Stade Toulousain Basketball. Et en football pour la Ligue 2, Rodez jouera à domicile face à Annecy. En rugby, Pro D2, Béziers jouera à domicile face à Dax, Brive accueillera Colomiers et Montauban recevra Nice. Du 8 au 10 novembre, patinage artistique, le trophée NHK à Tokyo au Japon. Le samedi 9 novembre, du rugby avec le test match d'automne, la France jouera contre le Japon. Et en volley pour la Marmara Spike League, Toulouse jouera à domicile face à Tourcoing, Narbonne se déplacera à Tours, Montpellier affrontera Sète et en Liga féminine, Béziers recevra Nantes. Du 10 au 17 novembre, tennis, Masters à Turin, ATP finale. Le dimanche 10 novembre, du football avec la Ligue 1, Montpellier recevra Brest, Rennes jouera à domicile contre Toulouse et en voile, il s'agira du départ du Vendée Globe en direct des Sables d'Olonne. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, le Vendée Globe est à ce jour la plus grande course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. L'événement s'est inscrit dans le sillage du Golden Globe qui en 1968 initia la première circumnavigation de ce type par les 3 caps, le cap de Bonne-Espérance, de Leeuwin et Horn. Sur les 9 pionniers à s'élancer en 1968, un seul réussit à revenir à Falmouth, le grand port de la Cornouaille anglaise, le 6 avril 1969, après 313 jours de mer, le Britannique Robin Knox Johnson arrivait enfin au but. Et 20 années plus tard, c'est le navigateur Philippe Gentot qui, après sa double victoire dans le Bog Challenge, le Tour du monde en solitaire avec escale, lance une idée d'une nouvelle course autour du monde en solitaire, mais sans escale. Le Vendée Globe était né. Le 28 novembre 1989, 13 marins prennent le départ de la première édition qui durera plus de 3 mois. Ils ne seront que 7 à rentrer au Sables d'Olonne. Les 9 éditions de ce que le grand public nomme aujourd'hui l'Everest des mers ont permis à 200 concurrents de prendre le départ de cette course hors du commun. Seuls 114 d'entre eux ont réussi à couper la ligne d'arrivée. Ce chiffre exprime à lui tout seul l'extrême difficulté de cet événement planétaire où les solitaires sont confrontés au froid glacial, aux vagues démesurées et au ciel pesant qui balaye le Grand Sud. Le Vendée Globe est avant tout un voyage au bout de la mer et au tréfonds de soi-même. Il a consacré de très grands marins comme Titian Lamoisou en 1990, Alain Gauthier en 1993, Christophe Auguin en 1997, Vincent Rioand en 2005, François Gabard en 2013, Armel Lecléar en 2017 et Yannick Bestaven en 2021. Armel Lecléar reste à ce jour le détenteur du record de l'épreuve en 74 jours. Un seul marin l'a gagné 2 fois, Michel Desjoyaux en 2001 et 2009. Le parcours, lui, c'est 45 000 km, soit 24 300 miles. Telle est la distance d'un parcours théorique des marins autour du monde. Et pour conclure cet agenda de la semaine, le lundi 11 novembre, il y aura du cyclocross avec le Super Prestige à Niel en Belgique. Au programme de la semaine prochaine, prêt à sauter le pas, dépassons les idées reçues sur le parachutisme. Peur du vide ? Pas de vide ici, mais de l'air, essentiellement pour voler, s'équilibrer et piloter sous voile. Oubliez les excuses et cette histoire de deuxième saut plus effrayant, venez en faire 2 pour voir. Chaque émotion est unique, surtout en soufflerie. Quant au cliché, la mixité est au cœur du parachutisme. Mesdames, rien ne vous empêche de briller ici. Et côté sécurité, ce sport est encadré, personnel qualifié, matériel certifié, contrôlé et dispositifs high-tech. Rien n'est laissé au hasard. Plus qu'un sport, le parachutisme est une communauté. Rejoignez-les et créez votre légende. Après tout, chaque expert a débuté avec un premier saut. Et en deuxième mi-temps, vous souhaitez pratiquer une activité sportive adaptée à vos envies et à votre rythme. Le comité régional du sport pour tous en Occitanie est là pour vous. Membre de la Fédération française Sport pour tous, sa mission est simple, rendre le sport accessible à tous, peu importe l'âge, la condition physique ou le milieu social. Avec ses clubs et partenaires, il offre une large gamme d'activités pour promouvoir la santé, la convivialité et le bien-être. Acteur clé du développement d'un sport accessible, inclusif et convivial, en collaboration avec ses clubs, partenaires et comités départementaux, il contribue à un véritable vivre ensemble où chaque personne trouve sa place dans le monde du sport. Merci à Philippe Régnier, Jean-Marc Salomon, Maria Sermégian
et Olivier Baragnon. C'est la 73e émission de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Et un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samper Connect et LG Consultant pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Samper Connect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse et à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.